Top sur Top, le podcast du peuple du ping français. Salut à toutes et à tous, vous êtes bien en Top sur Top, votre émission de débat sur l'actu ping professionnel, et moi je suis accompagné, comme d'habitude, de mes fidèles acolytes, Damien Laterne et Foucault Simonin. Salut les gars. Damien, ça va ? Bah tout va bien, il fait très beau en ce début de semaine, donc perfect. Parfait, petit lundi de Pâques, et Foucault, j'espère et j'imagine que ça va bien aussi. Oui, ça va très bien aussi. Et il fait beau aussi chez moi, donc. On vient de vivre une semaine entière de Coupe du Monde, la compétition sûrement la plus prestigieuse de l'année en simple, évidemment, parce qu'on est dans une année sans JO et sans championnat du monde individuel. Donc une compétition forte d'enseignement et riche en enseignement, surtout avec les victoires, encore une fois, de Wang Chuqin et Su Ningxia, mais non sans douter, sans trembler surtout, et même sans vaciller, parce que Su Ningxia, notamment, a été mise à rude épreuve face à Nagoda. Elle a dû effacer 2 balles de match pour remporter son quart de finale face à l'Égyptienne, et Wang Chuqin a été mise en grande difficulté face à Félix en 8e, puis Darko Jurgic en quart, et encore contre Sora Matsushima en finale. Il a même été poussé 2 fois à la manche décisive, donc en quart par Jurgic et en finale par le japonais. Damien, je te laisse commencer. À maintenant moins d'un mois des championnats du monde, ça annonce la couleur où Wang Chuqin va devoir porter la Chine lors des mondes. Et ce sera plus facile pour la Chine féminine, même s'il y a eu quelques petits accros. Oui, mais globalement, il y a beaucoup plus de marge chez les féminines. Ça a pas, voilà, malgré quelques petites contre-perfs ou des performances moins bonnes côté féminine, globalement, la finale attendue, elle était là. Aussi, il y a eu, le tirage aussi a fait que certaines filles, notamment Koeman, a affronté directement Su Ningxia en 8e. Donc bon, ça, c'est chez les filles, on va dire qu'on a eu globalement les meilleurs qui été au niveau attendu. Chez les hommes, par contre, là où c'est différent, il y avait notamment une photo qui a circulé sur les réseaux des podiums entre chaque année. Et c'est vrai que par exemple, il y a un absent, c'est Shindong, mais il y avait Liang Jingkun qui était dans ce même podium-là. Et là, aujourd'hui, Liang Jingkun n'a pas passé les poules. Et globalement, à part Wang Chuqin, les autres Chinois n'ont pas respecté leur rang. Après, par exemple, un joueur comme Wen Rubo, voilà, on parlera de la compétition de chacun. Mais ça restera toujours les favoris parce que t'as un joueur du niveau de Wang Chuqin et que avec un Li Qinong à 100% t'es fort. Ouais, mais globalement, chez les hommes, on voit qu'il n'y a pas tant de marge que ça et il y a la place à l'exploit. Mais encore une fois, Wang Chuqin est encore une compète de taille patron. Tu parles de Wen Rubo, justement, ils ont été seulement 2 Chinois à passer en 8e avec Wang Chuqin. Et on a eu d'ailleurs une situation un peu marrante, on va dire, parce qu'on a eu justement les 3 autres Chinois qui se sont fait éliminer respectivement par 3 Allemands, Liang Jingkun par Ovtcharov dans son groupe, Chen Wanyu par Dong Xiu en phase de groupe, et encore Zhou Qiao par Patrick Franciscain. Compliqué, comme je l'ai dit, ça annonce la couleur et c'est pas que du positif pour les Allemands, pour les Chinois, pardon, contrairement aux Allemands justement. Ouais, cette Coupe du Monde a donné hâte des championnats du monde par équipe de mon côté, parce que c'est vrai qu'on a vu une équipe chinoise finalement portée par Wang Chuqin. Là où je nuancerais, c'est que je pense que quand même l'équipe chinoise est plus contente de cette Coupe du Monde que l'année dernière, parce que là ils ont eu le titre et pas l'année dernière, et c'est, je pense, le plus important. Parce que l'année dernière, ils en avaient effectivement 3 dans le top 4 avec Li Qinong et Liang Jingkun en plus. Mais sur la plus haute marche, c'était Calderano. Malgré tout, le constat qu'on fait à la fin, c'est que Liang Jingkun, il a galéré, il a perdu contre Cifuentes, il a perdu contre Ovtcharov, et les autres n'ont pas convaincu. Chen Wanyu, il a pas réussi à faire la perte contre Dong Qiu. Zhou Qiao, il a pas réussi à faire la perte contre Francisca. Donc ensuite, il y a eu Wang Chuqin qui a brillé et qui a gagné. Mais c'est vrai que pour l'instant, Li Qinong est blessé, à voir comment il revient aussi. Mais à voir s'il revient pour les mondes. À voir s'il revient tout court. À voir s'il revient aussi. Oui.
il y a quand même le facteur Wen Rubo qu'il faudra pas oublier parce que là il est pas sur cette Coupe du Monde, mais il est quand même en très grande forme. Donc, C'est si Foucault, il était sur la Coupe du Monde, justement. Il perd les New en 8e. Wen Rubo? Oui. Oui, il perd les New. Il y a que lui et Wang Fuxin qui passent en 8e. Ok, moi je me suis gouré. Mais tu confonds avec Chang Peng, je pense. C'est vrai, mais il reste en forme. Mais c'est vrai, il perd les Mondiaux en 8e. Je me suis gouré. Mais pour moi, ça reste quand même aujourd'hui le numéro 2 de l'équipe chinoise. Mais malgré tout, on voit qu'ils ont quand même pas s'il n'y a pas Lin Chinong, ils n'ont pas un numéro 3 super solide. Et même numéro 2, Wen Rubo, c'est pas l'assurance sous risque. Contrairement à d'autres années. Donc, je pense qu'on pourra avoir des championnats du monde par équipe très intéressants. Du côté féminin, je suis quand même moins inquiet, quand même. Parce que bon, déjà, t'as Sun Ying-cha et Wang Manu qui sont quand même presque imbattables. Donc, quand on a deux comme ça, bon, déjà, c'est dur d'affronter une équipe. Et en plus, après, bon, t'as des Kwon Man, des Wang Manu, des Wang Yidi, etc. Donc beaucoup moins inquiet. Mais c'est vrai que du côté masculin, on voit que quand même c'est compliqué. Oui, bien sûr. Et puis moi, je voudrais aussi évoquer l'interview de Wang Fuxin, justement. Après, je sais plus quel match c'était sa demi ou son quart. Et on lui demande, enfin peut-être même le 8e, mais on pose la question de la dépendance de l'équipe nationale chinoise à justement sa personne. Et il répond, et je trouve ça pas un peu faux, mais comme si on occultait un peu, on niait limite la réalité. Il dit tant qu'il y a un joueur chinois qui gagne à la fin, c'est l'équipe chinoise qui a gagné. Ouais, après il peut pas dire autre chose aussi. Il va pas dire non mais mes coéquipiers ont pas fait le taf, etc. Et il doit dire ça et j'ai trouvé, je pense, une réponse assez logique et bien parce que s'il fait une autre réponse, ça peut créer des tensions qui se basent sur rien. Donc moi, là, je la trouve assez logique, en fait, la réponse. Mais finalement, tu vois, l'année dernière, on se souvient, il y avait eu des grands sommets, il y avait eu un certain remaniement au niveau du board de la Fédé chinoise, etc. C'était vraiment il y avait une vraie crise au sein de la Fédé chinoise. Et là, finalement, moi, je me demande, est-ce que la compète est vraiment plus réussie que l'année dernière? Parce que l'année dernière, hormis un Calderano en feu, en quoi la compète est meilleure, est moins bonne plutôt que celle de cette année? Là, cette année, il y a 2 joueurs en 8e. Yong Jin-kun, qui est pas vraiment revenu de sa blessure. Chang Peng, qui a pas pu la faire. Et puis Zhu Qiao et Chen Yuanyu, qui perdent contre plus fort qu'eux, finalement, contre 2 joueurs allemands qui ne devraient peut-être pas autant les inquiéter, ou il devrait au moins y en avoir un des deux qui passe. Wen Rubo qui se fait éparpiller par Lin Yunyu en 8e. Donc non, pour moi, elle est bien moins bien réussie que l'année dernière, finalement. Ouais, après, je vais citer Wang Fuxin. À la fin, dans les 2 tableaux, un Chinois a gagné. Et on sait aussi toute l'importance de la Chine d'avoir quand même toujours un grand champion, au-delà d'un collectif, dans le sens où, à la fin, le drapeau chinois est en haut, même s'il n'y a peut-être pas d'autres drapeaux chinois, et on va dire qu'on est tellement habitué. Aussi, on est habitué aussi à une ère, enfin en tout cas moi j'ai été habitué à une ère où il y a une telle génération, on avait l'impression que si par exemple dans la génération précédente, si Ma Long ou Fan Zhendong perdait, c'était un Liang Jin-kun, c'était un Wang Fuxin qui pouvait gagner cette compète. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'on est, alors attention, trop de proportions gardées, on est quand même derrière Wang Fuxin et Lin Chin-dong sur un tout petit creux. En tout cas, la deuxième partie de l'équipe chinoise est un peu moins élevée et dense que ça peut être le cas par le passé. Voire peut-être même 2 générations avant, parce que même la génération des Zhang Jike, des Wang Gao, etc. Était aussi extraordinairement dense. Donc, c'est vrai que ça peut prêter, entre guillemets, inquiétude, mais à la fin, il y a un Chinois qui a gagné, et en plus, la star de l'équipe de Chine. Donc, je pense que l'inquiétude, elle est plus... Je pense pas qu'elle est directe, je pense qu'elle est un peu indirecte en se disant...
heureusement qu'on a Wang Shuqin quand même, qui est un joueur de ce niveau-là, parce que sinon, c'est vrai que derrière, on n'est pas dans le même état de plénitude qu'auparavant. Après, maintenant, 2 Chinois ont gagné, Su Ningxia, Wang Shuqin. Chez les filles, la domination, elle est archi totale. Et chez les hommes, elle est moins importante, mais il y a toujours quand même le patron. Wang Shuqin qui bat tous les records, qui est en train de gagner tous les titres. Il lui manque maintenant plus qu'une Olympiade. Donc, bref, non, je pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir une énorme inquiétude. Mais c'est vrai que là, ça met Wang Shuqin quand même dans une présence qui est encore plus importante qu'a pu avoir lieu les anciens grands patrons de la Chine, où, entre guillemets, il y avait une forme de rivalité interne qui faisait que, d'une certaine manière, on n'avait pas le capitaine de bord, on en avait plusieurs. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'en vue d'un championnat du monde par équipe, même si on parlera plus en détail de la Coupe du Monde, c'est vrai que là, ça va porter Wang Shuqin avec une énorme, pas une énorme pression, mais en tout cas un désir de faire du 100%, parce que le précédent championnat du monde par équipe 2024, t'avais Wang Shuqin, qui était déjà extraordinairement fort, mais t'avais Fan Zhendong, et t'avais Ma Long, et t'avais un Liang Jingkun qui était encore à un très très haut niveau à ce moment-là. Là, aujourd'hui, t'as Wang Shuqin, on espère pour les Chinois, en tout cas les Chinois vont espérer que Lin Chinong revienne à son meilleur niveau, mais après, derrière, le troisième homme, on le sait pas. C'est ça qui peut-être est le plus inquiétant, mais je pense pas que ça va inquiéter l'amateur de ping qui voit juste le drapeau chinois en tête. Tu vois, tout à l'heure, je disais, on nie un peu la vérité. En fait, on nie pas vraiment la vérité, mais je trouve que c'est une réflexion assez réductrice, finalement, parce que rien qu'en remontant un an en arrière, parce que tu nous parles, et évidemment, tu nous parles des Zhang Ziqi, des Ma Long, des Fan Zhendong, etc., des Wang Yao, tout ce que tu veux, et je suis d'accord avec toi, Damien, mais rien qu'en remontant un an en arrière, demi-finale de la Coupe du Monde, je reprends le même tournoi, la Coupe du Monde, on est même pas un an en arrière, on est 50 semaines en arrière. Demi-finale, Lin Chinong, Liang Jingkun, Hugo Calderano, Wang Shuqin. Ah oui, c'est clair que c'est important. Oui, il y avait une vraie domination chinoise. Et la crise chinoise, la crise de la Fédé chinoise était, en regardant avec un peu de recul, elle était quasiment disproportionnée. Parce que finalement, à part peut-être un Wang Shuqin et un Lin Chinong qui ont été moins bons que d'habitude, on a surtout eu un Hugo Calderano qui marchait sur l'eau sur cette semaine-là. Et aujourd'hui, quand on regarde le tableau de la Coupe du Monde 2026, on peut être déçu par les performances de tous les Chinois, hormis Wang Shuqin, et encore, on peut même penser qu'il aurait peut-être pu faire mieux sur 2-3 matchs. Si on est un peu dur avec lui. Mais c'est pas sur lui qu'il faut taper en premier, évidemment. Après, Wang Shuqin, il a eu beaucoup d'adversaires quand même qui ont fait des matchs de très haute qualité. J'aurais jamais pensé que Jorgic, on va omettre toujours, il y a toujours on sait pas le niveau de forme de chacun. Mais ça faisait longtemps que j'avais pu Jorgic face à un top joueur mondial vraiment faire un match où il avait mis en difficulté autant un top joueur comme Wang Shuqin. Bon, globalement, Wang Shuqin, hormis Hugo Calderano, il a eu que des matchs compliqués. Donc, d'une certaine manière, il a quand même vraiment largement tenu son rang. Moi, je dirais que la déception, c'est plutôt en fait, le potentiel de ce que peut donner des Zhu Qiao ou des Shen Yuanyu, qui, par exemple, sont des profils de joueurs qui sont quand même beaucoup moins élevés et talentueux, et que même des joueurs comme Wen Rubo, qui pourtant partaient encore plus bas, je trouve, à mon humble avis, que les deux joueurs cités, finalement, est une valeur beaucoup plus sûre dans l'équipe de Chine. Mais maintenant, moi, je continue à avoir cet avis que, de toute manière, tant que le drapeau chinois est en tête de gondole, il n'y aura pas lieu d'inquiétude. En plus, c'est la star, c'est le grand patron du ping chinois et mondial. Mais c'est vrai que on va dire que ce constat-là, on le portera au championnat du monde. Si par contre il y a un mauvais résultat au championnat du monde, là ça fera peut-être, entre guillemets, encore crise à leur niveau, peut-être un peu l'espacé. Mais tant qu'entre guillemets le drapeau chinois est en tête, même si les 3 joueurs qui suivent Wang Shuqin, c'est un 17e mondial, un 20e mondial, si ça suffit pour eux de gagner, pour eux ça sera réussi. Mais c'est vrai que pour l'avenir un peu plus lointain, il y a l'attente d'un autre Wang Shuqin, en tout cas d'un joueur d'un autre niveau, en espérant peut-être que Lin Chinong soit sorti de ses problèmes de blessure. Et notamment Foucault, je te demande ton avis. Il n'y aura pas de défaite à la Coupe du Monde. Au championnat du monde, pardon. Il n'y aura pas de défaite pour l'équipe nationale chinoise masculine. Pour moi, je l'avais déjà dit au début de l'année, pour moi, si, la Chine va pas prendre le titre cette année. Mais
Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que quand on voit la forme de Wang Chuqin ces derniers mois, quand t'es numéro 1 d'une équipe, je dirais pas que c'est 2 points assurés Wang Chuqin, mais on en est pas loin, quoi. Donc après, faut aller gagner trois autres matchs. Donc même avec cette même forme, c'est pas facile de battre l'équipe chinoise. Et ça va rester pour moi les favoris, même avec une très belle équipe japonaise ou même coréenne. Pour moi, ça va rester les favoris. Après, moi, comme je l'avais dit dans mes pronos au début d'année, moi je les vois perdre. Mais ça reste un prono risqué. Oui, parce que j'ai l'impression depuis tout à l'heure que vous êtes inquiet à la fois, mais que vous les voyez quand même pas perdre. Vous ne serez pas de bons membres de la Fédé chinoise, en tout cas. Non, mais pas inquiet dans le sens où Foucault a raison de le dire. Quand tu as un joueur aussi fort aujourd'hui, en tout cas leader, tu pars sur un potentiel où il y a très très peu de joueurs sur la planète Ping actuellement qui est capable de battre Wang Chuqin. Donc automatiquement, ça te fait déjà beaucoup de points. Et puis, en revenant sur la Coupe du Monde, quand même, ce qu'il faut faire comme match aujourd'hui en termes de qualité, en termes de l'orienter à des points, enfin, les rares faiblesses qu'il a, waouh, c'est un combat. Hein. C'est un combat tous les instants. Et même quand tu l'orientes de ses faiblesses, il va toujours faire le coup +1, il va toujours ramener la balle. C'est un joueur qui quand même atteint un niveau d'excellence et de constance que vraiment, il fait partie vraiment des tout meilleurs aujourd'hui. Enfin, en tout cas, des tout meilleurs en équipe de Chine. Donc, malgré tout, ça reste quand même une montagne à gravir. Elle est peut-être moins énorme que, par exemple, en 2024, il y a 2 ans auparavant, mais elle reste quand même relativement difficile parce que t'as cette montagne à gravir déjà qui sera assez dure comme ça. Ouais, donc par contre, au niveau féminin, assez facile pour Sun Yingxia, hormis son match contre Anagoda où elle a un peu sué, un peu douté, sinon ça le fait. Globalement, Sun Yingxia a souffert 8e quart. Je compte même Kwaiman, que par moment, Kwaiman, je trouve, elle a réussi à faire ce que très peu de joueuses sont capables de faire. C'est un peu coincé Sun Yingxia un peu sur... d'abord sur milieu de table, ensuite la coincer en revers. Elle a un excellent revers, Sun Yingxia, mais quand t'as un coup en coup droit qui arrive très fort, très long, Sun Yingxia peut pas non plus ramener toutes les balles de la planète. Et c'est vrai que Kwaiman lui avait posé pas mal de soucis, et Anagoda, c'est le souci en pire, c'est que là, elle était pas loin de passer à la trappe, et là, ça aurait été un véritable tremblement de terre, parce que pour le coup, Kwaiman bat Sun Yingxia sur un match, bon, ça peut arriver, c'est une joueuse de très 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 haut niveau. Anagoda, je pensais pas que sur un match, même si, encore une fois, ça reste sur une compétition, je pensais pas que Sun Yingxia était proche de la porte de sortie, même si Anagoda progresse, même si c'est une joueuse qui a beaucoup de talent, c'est vrai que là, à ce moment-là, je pense que déjà dans la compétition, Sun Yingxia, je pense que ça l'a un petit peu rassuré dans le sens, j'espère ne pas avoir de situation pire et je peux pas être dans le niveau de stress à ce point-là, parce qu'après derrière, on est sur des adversaires qu'elle connaît beaucoup mieux, Sabine Winter et après Wang Manyu, mais globalement, c'est vrai que là, à ce moment-là, face à Anagoda, elle vraiment, je pense qu'elle s'attendait pas à un tel scénario, même si à la fin on veut toujours être modéré, humble, etc. Je pense pas qu'elle aurait imaginé un tel scénario, en tout cas pas au bord du précipice dès l'écart. Ouais, puis donc on avait 4 chinoises en quart de finale déjà, la moitié des joueuses, et puis seulement 2 en demi, parce que Wang Yidi donc s'est fait battre par Sabine Winter 4-0 et Chen Xingtong 4-1 par Shen Yubin. Et là, il n'y a pas de Damien, il n'y a pas de je prends la parole en premier. Je dis Foucault, je dis Sabine Winter 4-0 contre Wang Yidi. Foucault, tu l'avais prédit, tu avais dit top 10 au moins une fois dans la saison. On est actuellement le 6 avril 2026 et Sabine Winter est 9e mondiale. Tu le savais. Ouais, mais je pense que j'étais même trop prudent, vous voyez, parce que à une époque, vous m'aviez convaincu de dire top 10 à un moment de la saison. Bon, maintenant, je dis qu'elle finira top 10 cette saison. J'aurais dû le dire. Mais non, mais en vrai,
faut le dire, moi aussi, c'est surtout sa régularité qui m'impressionne en fait, c'est qu'elle avec une plaque comme ça, j'aurais pensé qu'elle pouvait gagner les plus grandes, mais aussi faire des grosses comptes, et finalement elle n'en fait pas tant que ça, et elle gagne régulièrement les plus grandes, et donc ça lui permet de aujourd'hui faire une demi en Coupe du Monde, en se faisant un peu découper en demi-finale par Sanincha, mais en mettant 4-0 à Wang Yidi, donc c'est beau, c'est cool d'avoir une européenne qui performe quand même. Personnellement, c'est toujours sympa. Et on voit que même si ça fait quand même, ça commence à faire un petit bout de temps qu'elle commence à avoir l'anti-top, il y a du mal à s'adapter chez les Chinois. Donc, en tout cas, je suis très content pour elle parce qu'elle a l'air d'être une fille très gentille. Et en plus, franchement, voilà, elle a bien joué. Donc, voilà, en plus, elle a confirmé. C'est le premier pronom, je crois, qui a été confirmé parmi nos 9. Donc, voilà, c'est le premier et j'en suis très content. Alors, je suis en train de vérifier parmi les pronos. C'est le premier, mais les autres pourront être vérifiés seulement après les mondes ou en fin de saison, globalement. Ou sinon, tu avais prédit une victoire de Félix en Smash et Damien une victoire d'Alexis en Champions. Ça, ce sera plus dur. Mais justement, juste parce qu'on est sur les prédictions, qu'on revient un peu dessus par rapport à Sabine Winter, on avait tous prédit une défaite de l'équipe nationale chinoise masculine au monde, et en fait j'ai limite l'impression que ça paraît comme inéluctable. On sait que ça va arriver et c'est pour ça c'est pas qu'on n'est pas inquiet, mais c'est que c'est limite une évidence pour nous, et ce depuis le 28 septembre, parce qu'en fait l'épisode on le sort à cette date-là, et j'ai l'impression qu'on n'a jamais douté de cette débâcle chinoise, comme ce sera une surprise finalement. Même si, en fait, là, je dis débâcle alors que la compète n'a pas commencé et qu'elle commence dans une trentaine de jours. Mais, c'est limite quelque chose de su, j'ai l'impression. Oui, après, comme tu dis, c'est dans 20 ou 30 jours. Après, je voulais revenir sur Sabine Winter. Déjà, bravo Foucault. En tout cas, je m'incline parce que franchement, j'étais un peu médisant et finalement, c'est moi qui finalement a eu tort. Complètement tort. Et sur Sabine Winter, je suis un peu d'accord avec ton avis. Je m'attendais pas à une telle constance, en tout cas sur ce début d'année. Et surtout, une telle constance, et surtout, pour le moment, je dirais que au-delà de l'anti-top, sert aussi d'une certaine manière à la rendre un peu plus confortable sur les remises de service. Mais je trouve pas que dans le jeu, c'est ça réellement qui fait que elle prend vraiment le dessus sur ses matchs. Alors, elle gêne beaucoup, ça je vais pas nier le fait, mais je trouve quand même qu'elle a un alliage assez malin, de temps en temps quand même, et je la vois souvent retourner sa raquette, de temps en temps quand même jouer un peu les rallyes en revers, d'accepter un petit peu le combat loin de la table, et je trouve que ça rend un peu la joueuse un peu unique, parce que on ne sait pas vraiment comment elle va l'utiliser, ce revêtement. Et en même temps, elle a une garantie, et c'est pour ça que je dis toujours, quand on n'est pas sûr d'avoir tous les coups du ping, il faut au moins être capable d'avoir un coup où tu es maître et où tu as une confiance. Et pour le coup, Sabine Winter, dès qu'elle a une balle qui arrive un petit peu long sur le coup droit, là, automatiquement, l'adversaire, il se dit très vite, bon là, je suis mal engagé, il faut que je me mette 3 mètres derrière la table pour essayer de récupérer la balle. Et ça, quand même, c'est quand même une énorme bouffée d'air quand même pour Sabine Winter, parce que globalement, elle sait que grâce à cette force, entre guillemets, elle peut affronter n'importe quel type d'adversaire, soit des adversaires qui vont jouer un peu près de la table, et là, elle va peut-être plus utiliser son anti-top pour gêner un petit peu les reprises d'effets, etc. Ou par exemple, quand elle va affronter des joueuses comme Wang Yidi, qui vont être des joueuses un peu plus en attaque, là, par exemple, elle peut un tout petit peu plus accepter le combat de top sur top, etc. Et même de temps en temps, inverser sa plaque, jouer en revers, etc. Donc je trouve que c'est une joueuse qui a double facette, et je pensais pas, sincèrement, et c'est là peut-être mon erreur, je pensais pas qu'elle allait atteindre cette capacité-là. Et encore, je pense qu'il y a encore des marges à faire sur l'anti-top. Mais en tout cas, je trouve que c'est une joueuse qui est plus complète
que je l'aurais pensé au moment du prono. Moi, je repense à Ouais, l'interview non, de... effectivement, ouais. Ouais, football. Donc c'est surtout ça qui sont le jeu. Ouais, Noah t'avait dit, et ce, avant les championnats d'Europe, mais vu qu'elle a gagné le top 16, même si elle gagnerait les championnats d'Europe, finalement, ça lui ferait pas des points en plus, donc au final, ça change pas grand-chose pour ce cas. C'est vrai, mais justement, tu vois, aussi, on peut dire que moi, je pouvais penser qu'elle ferait au moins une grosse perte sur les deux. Et finalement, on n'a pas eu besoin d'attendre les championnats d'Europe pour déjà gagner le top 16. Et moi, ce que je trouve qui est impressionnant, c'est qu'en fait, là, si on regarde le classement, bah, elle est 9e et toutes les femmes qui sont derrière, on peut penser qu'elle peut les battre sur un match et même plus que sur un match, parce qu'on disait avant sur un match, mais je la trouve vraiment supérieure. Et sur les joueurs qui sont devant elle, en tant que 9e, il y a 7 chinoises. Non, il y a 6 chinoises, plus Zhou Yuling et Miwa Harimoto. Et en fait, moi, j'ai l'impression que les chinoises s'adaptent de manière très difficile aux plaques un peu spécifiques comme celle d'Hashimoto d'ailleurs. On a vu Romelu galérer face à elle, gagner le match après plus d'1h20 de match et puis 6-7 avec la règle d'accélération dans le 6e, etc. Et justement, en fait, moi, devant, je vois qu'elle peut toutes les mettre en difficulté, et derrière elle, j'ai l'impression qu'elle est au-dessus. Et aussi, moi, je repense à l'interview de Luca faite par Pierrick Musset, qui disait que Sabine pourrait peut-être apprendre aussi à jouer en coup droit avec son anti. En fait, pas besoin. Au lieu de jouer en coup droit avec son anti, elle commence aussi à envoyer de plus en plus de boîtes avec son backside. Donc, si elle arrive à maîtriser à la perfection, mais en tout cas à bien gêner ses adversaires avec l'anti, avec le revers, à ce que ça assure ses remises, pouvoir envoyer entre guillemets la sauce en coup droit, et si même au revers, ça peut être une alternative, elle va pouvoir plus que déranger ses adversaires, et comme dit Foucault, le top 10, il va vite se pérenniser, et elle va y rester pendant longtemps, à mon avis. Plus qu'une corde à son arc. Oui, complètement. Complètement. Après, je peux laisser Foucault en parler, parce que j'en ai déjà parlé pas mal en tout cas, dans l'émission, mais en tout cas, ouais. C'est vraiment quelque chose assez bluffant, et en même temps, quand on voit le ping européen féminin, bah voilà, un podium européen, je sais pas quelle est la dernière pongiste européenne à avoir fait podium sur une Coupe du Monde, et je pense que ça doit pas remonter à mon avis, ça va remonter à longtemps quand même. Donc non, ouais, c'est finalement, bah, comme je le dis souvent dans le sport, quand on n'a pas toutes les compétences, bah, la radicalité entre guillemets, d'avoir un coup fort et de masquer un petit peu la faiblesse peut des fois suffire à faire mal à beaucoup de très très grandes joueuses. Un dernier mot sur Sabine Winter, qui est la première européenne à avoir remporté une médaille à la Coupe du Monde, Damien. Parce que t'évoquais ça, mais première, tout simplement. Ouais. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire. Je suis même pas sûr que c'est déjà arrivé. Et effectivement, donc c'est jamais arrivé. C'est dire la taille de l'exploit. Ouais, on peut dire ça. Donc ouais, bah comme j'ai dit, hein, je suis totalement d'accord avec toi, Damien, et j'espère elle va continuer sur cette dynamique en tout cas. Là, il y aura une petite pause, je crois, avant le retour avec un Champions. Donc, on va voir et à suivre en tout cas. Et j'espère qu'elle continuera de performer. Ouais, c'est ça. Prochain Champions, enfin d'ailleurs pas prochain Champions, plutôt prochain Smash, parce qu'on n'aura pas de Champions avant le prochain Smash. Et le prochain Smash, donc ce sera l'US Smash à partir du 26 juin jusqu'au 5 juillet. Et avant ça, elle sera peut-être alignée, on ne sait pas, sur le Star Contender de Ljubljana du 16 au 21 juin, potentiellement pour préparer l'US Smash. Peut-être. Mais en ce temps, on aura surtout les mondes par équipe. Plus grosse échéance de l'année, évidemment. C'était Top sur Top.